Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du 10 juin. On va parler d'accessibilité numérique, comment accompagner, soutenir les personnes en situation de handicap visuel. On a invité pour l'occasion ECLA qui travaille donc euh, avec des personnes, avec et pour des personnes en situation de handicap visuel. C'est eux qui feront la présentation. Je les remercie déjà pour, euh, pour, euh, pour leur disponibilité, pour leur présentation, qui sera très intéressante. J'ai eu l'occasion de voir un petit peu une partie de la présentation. J'ai pas encore tout vu, mais en tout cas, je trouve très intéressant dans un contexte d'inclusion numérique d'être confronté à justement ce volet-là de l'inclusivité, parce qu'on parle souvent d'accès, d'usage, de compétences, mais l'inclusivité, c'est aussi des personnes en situation de maladie, de handicap, avec différents types de handicap. Aujourd'hui, on va parler de handicap visuel. Je porte moi-même des lunettes, et donc j'ai du mal à voir ou lire un écran si je ne les porte pas. Et quand bien même, je suis relativement privilégié, ça peut aller encore plus loin et c'est tout ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui pour justement confronter certaines réalités, des choses qu'on prend pour acquises. Euh, voilà. La présentation sera faite par Éclat, ce sera vraiment le principal, le plat principal du menu aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En fin de webinaire, euh, on pourra y répondre éventuellement au fil de l'eau. Sinon, soyez rassurés, on a un moment d'échange avec Éclat et vous si vous souhaitez échanger en fin de webinaire. Je suis allé trop vite. On a aujourd'hui Louise Sab, Laetitia Huet et Servane Laurent qui seront les présentatrices pour ce webinaire. Je tiens à les remercier beaucoup pour leur disponibilité, comme je l'ai dit, pour leur présentation, et que là travaille beaucoup sur l'inclusivité, l'accessibilité numérique. Elles le présenteront. Et donc maintenant, j'ai assez parlé. Je crois qu'on est tous là pour un sujet, c'est l'accessibilité numérique. Donc, Louise, je t'invite à toi partager ton écran et, euh, et démarrer la présentation. N'oublie pas, euh, à un moment aussi, de rallumer ton micro. Ça charge et je confirme de mon côté qu'on voit bien le slide qu'il faut et tu peux allumer ton micro. Voilà, est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend très bien, merci. Ok, super. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Louise et je travaille donc, comme l'a dit Thomas, chez ECLA. ECLA, c'est une association qui travaille donc avec et pour les personnes déficientes visuelles, un peu pour au quotidien leur apporter des solutions d'épanouissement et d'autonomie, donc être au plus près du bénéficiaire pour que ces personnes puissent vivre un petit peu comme tout le monde. On agit à plusieurs niveaux, on fait de l'accompagnement scolaire, de l'accompagnement social, on fait l'accès à la culture, aux loisirs. On fait aussi des formations et des sensibilisations du grand public. C'est ce pourquoi moi je travaille principalement. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de sensibiliser le public le plus large possible au handicap visuel, qui est souvent un handicap qui est méconnu. Durant ce webinaire, on va essayer de vous en apprendre davantage sur le handicap visuel. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de débroussailler un petit peu qu'est-ce que c'est exactement la déficience visuelle et aussi vous permettre de vous rendre compte un petit peu des réalités que les personnes concernées peuvent rencontrer. Thomas en a parlé, je suis aussi accompagnée de mes collègues Servane Laurent et Laetitia Huet qui sont spécialisées dans l'accessibilité numérique et dans les nouvelles technologies. Et elles interviendront un petit peu plus tard dans la présentation pour un petit peu voir ce que nous, on peut vous apporter comme aide au quotidien dans votre approche quotidienne. Voilà. Alors, on va commencer avec le vif du sujet, du coup, la déficience visuelle. Ah, ça ne fonctionne pas si je fais ça. Tchap, tchap, tchap. Attendez juste un petit instant. Ça va être compliqué, ça. Tu vois, je ne peux pas passer à ça.
Un petit instant parce que en fait, mes slides ne veulent pas, changer sur mon écran, donc c'est compliqué. Sur l'autre écran non plus. Ah, Si, ça y est. Si, ça a voilà, changé chez là, vous on est aussi? passé Oui, en, c'est OK, ça on a vu un magnifique, autre slide. super. Donc la déficience visuelle, vous voyez de quoi on parle. Alors, on va parler de déficience visuelle, mais la déficience visuelle, mais qu'est-ce que c'est? Souvent, quand on parle de déficience visuelle, ben, on peut dans l'esprit, des gens, on va penser d'une part aux personnes qui sont aveugles, en situation de cécité, on dit aussi, ou non-voyantes, et d'autre part, les personnes qui sont malvoyantes. Alors, j'ai déjà une première question, qui vient en tête. Est-ce que, du coup, une personne qui porte des lunettes comme moi, comme Thomas l'a dit aussi, si on porte des lunettes, c'est qu'on a, un problème de vue, qu'on voit mal. Est-ce que, du coup, on est considéré comme étant, déficient visuel, comme étant malvoyant? Je vais vous donner la réponse, non. En fait, on va avoir un problème de vue et quand on a un problème de vue, mais qu'est-ce qu'on fait? On va aller chez l'ophtalmologue. Ça peut être un problème de vue, myopie, presbytie, et cetera. On va chez l'ophtalmologue et l'ophtalmologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous proposer une solution. Les solutions qu'on propose, beh, vous les connaissez, des lunettes, des lentilles, une opération. Ça peut être plusieurs choses différentes. À partir du moment où cette solution, elle solutionne le problème, qu'après la solution, le problème de vue n'existe pas, comme disait Thomas au début de présentation, sans les lunettes, bah voilà, on peut ne pas très bien voir, mais une fois qu'on a nos lunettes sur le nez, eh ben, le problème, il est réglé. Alors, dans ce cas-là, on ne va pas parler de déficience visuelle, on va vraiment parler de problème de vue. La déficience visuelle, c'est à partir du moment où la solution qui est apportée, eh ben, elle peut améliorer, mais elle ne solutionne pas. OK? Donc ça veut dire qu'après les lunettes, après les lentilles, après l'opération, bah, la personne, elle va continuer à avoir un problème de vue. Peut-être que ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas idéal comme vision. Donc la déficience visuelle englobe d'une part les personnes qui sont malvoyantes et d'autre part les personnes en situation de, cécité. Vous remarquerez que j'ai mis malvoyance et cécité au pluriel. Pourquoi? Parce que, c'est très complexe, en fait et la réalité de chaque personne va être complètement différente. On dit souvent qu'il y a autant de déficiences visuelles qu'il y a de personnes déficientes visuelles et dans, notre esprit, on va souvent se dire: «Tiens, une personne, en situation de cécité, c'est une personne qui ne voit pas du tout». Ça, c'est aussi quelque chose que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de déconstruire un petit peu ce préjugé, vous faire comprendre qu'il y a vraiment plein de nuances différentes. C'est pas binaire, soit on voit pas. Vraiment, entre ces 2 extrêmes, il y a vraiment une panoplie de possibilités, c'est vraiment très, très large et c'est ce qui fait que le handicap visuel, c'est un handicap qui est très complexe. C'est souvent du cas par cas, en fait et même d'une personne, on va partir d'une personne qui a une pathologie, en fonction de son état de fatigue, en fonction de la luminosité et cetera. Ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent hem, je modifier la façon dont la personne va voir. Donc vraiment, d'une personne à l'autre, d'un jour à l'autre, bah, les personnes ne vont pas voir exactement la même chose et c'est ce qui fait de ce handicap un handicap vraiment très complexe. Alors, on va définir la vision d'une personne selon, 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'acuité visuelle. Alors, si vous avez sûrement déjà vu ce tableau, si vous avez déjà été chez l'ophtalmologue, j'espère que vous avez tous déjà été chez l'ophtalmologue dans votre vie, donc vous avez probablement déjà vu ce tableau. Ce tableau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler votre acuité visuelle, c'est-à-dire le niveau de précision de votre vision. C'est votre capacité à voir les détails. C'est plutôt ce qu'on appelle le centre de l'œil. Le deuxième paramètre, c'est le champ visuel ou le champ périphérique qu'on appelle aussi. Ça veut dire que, par exemple, si je fixe mon écran, mais que je bouge mes mains de part et d'autre, je peux voir que mes mains bougent. Je ne sais pas dire quelle heure il est sur ma montre, si mes ongles sont bien coupés, et cetera, mais je vois que ça bouge. Ça veut dire que j'ai une vision d'ensemble, malgré que je fixe un point juste devant moi, j'ai une vision d'ensemble de ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est vraiment les 2 paramètres principaux qu'on va évaluer pour voir, si une personne est déficiente visuelle. Le tableau de Monnoyer, donc c'est le tableau que vous voyez à droite de votre écran, il va évaluer votre acuité visuelle. Bah, comment ça fonctionne? Est-ce on contrôle les 2 yeux à la fois? Non, on va faire un œil et puis l'autre parce que vous savez que vos 2 yeux sont différents. On va partir du bas et puis on va monter chaque fois, d'un cran pour voir jusqu'où vous savez lire.
Idéalement, si vous n'avez pas de problème de vue ou qu'on a apporté une solution à votre problème de vue, on voit à 10 sur 10. Donc c'est en haut du tableau. La législation belge, qu'est-ce qu'elle dit? Elle établit qu'une personne, est considérée comme malvoyante si elle n'a pas accès à toute l'information qui est au-dessus de 3/10. Donc ça veut dire que 3/10 et en dessous, c'est considéré comme de la malvoyance. Après, solution apportée. Ça veut dire qu'une personne pourrait voir, par exemple, à 2/10, on lui apporte une solution telle que des lentilles, des lunettes ou une petite opération. Ah, ça va améliorer un petit peu. Elle va voir à 3/10, ça va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas optimal. Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 3/10, elle n'y a quand même pas accès. Elle est quand même considérée comme déficiente visuelle, comme malvoyante, mais elle porte des lunettes. Donc ça, c'est bien quelque chose à garder en tête aussi, de se dire qu'une personne malvoyante, bah, elle peut porter des lunettes. C'est des lunettes qui améliorent sa situation, mais qui ne solutionnent pas son problème de vue. Donc 3/10 et en dessous, c'est de la malvoyance. Vous voyez que tout en dessous, c'est 1/10. Mon slide n'est pas assez grand pour vous montrer 1/20, c'est encore beaucoup plus grand, mais donc 1/20 et en dessous, ça, c'est considéré déjà comme de la cécité, donc comme le fait d'être aveugle. Donc en Belgique, une personne qui pourrait encore lire, un caractère de 1/20 est quand même considérée comme aveugle, en situation de cécité. Donc ça, c'est aussi pour vous nuancer un peu l'idée qu'on se fait d'une personne qui est aveugle et en fait qui voit tout noir. C'est pas spécialement vrai. Les personnes aveugles, elles peuvent avoir des résidus de lumière, de forme, de couleur. Ça, c'est des choses qui sont, possibles. Vous avez sûrement remarqué, mais vous êtes maintenant dans la peau d'une personne qui aurait, un problème d'acuité visuelle. Son acuité est, affectée. Du coup, vous avez cette énorme pardon, tache en plein milieu du slide. Ça, c'est vraiment, pour vous mettre dans la peau d'une personne dont, c'est le cas. Il y a des pathologies où il y a vraiment une tache noire comme ça ou une tache, obscure qui arrive en plein milieu du champ de vision. Et donc, quand cette acuité visuelle, elle est affectée, bah, c'est super compliqué, par exemple, pour, lire, reconnaître des visages, voir vraiment des détails. Donc voilà, ce que vous vous rendez compte, c'est que là, c'est vraiment l'acuité qui est touchée. Le champ périphérique, il est encore maintenu. Donc il faut se rendre compte que, par exemple, une personne avec ce genre de pathologie, elle va peut-être avoir des facilités, dans son déplacement. C'est encore un petit peu autonome. Elle peut encore, anticiper, ses mouvements, l'environnement global. Mais par contre, quand la formation est vraiment juste devant elle, là, ça va vraiment être compliqué. Ça veut dire que, par exemple, il pourrait y avoir une personne qui se déplace de manière autonome, qui arrive jusqu'au dans un centre, voilà, et puis après, une fois assise derrière l'écran, pour avoir accès à l'information qui est juste devant elle, c'est vraiment compliqué. Et donc, c'est un peu aussi nuancer, l'idée qu'on se fait de se dire: «Ah bah, si elle sait se déplacer, c'est qu'elle voit». C'est pas spécialement vrai en fonction du paramètre de la vue qui est touché. Il va vraiment avoir des aptitudes, des besoins, des difficultés qui vont être vraiment différentes. Ce genre de pathologie comme ça avec une tache en plein milieu, vous avez sûrement déjà entendu parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On en entend quand même beaucoup parler, dans les médias. Donc ça, c'est une maladie qui va attaquer la macula. La macula, c'est, le centre de votre rétine qui est justement responsable de cette vision en détail. Je vais pas rentrer dans les détails, médicaux et cetera, mais donc voilà, ça, c'est le genre de vision qu'on peut avoir quand la macula est touchée. Le deuxième paramètre de la vue, c'est le champ périphérique, je vous l'expliquais. Idéalement, il est à 180°. Quand celui-ci, il est réduit à 20°, la personne est considérée comme malvoyante et à 10°, alors on est considéré en situation de cécité. Le champ périphérique, je vous l'ai dit, il est super important pour se déplacer, pour être en rue, pouvoir, appréhender une trottinette qui passe, un vélo et cetera. Vraiment pour voir une vision d'ensemble pour le déplacement, c'est super important. Je vous laisse vous imaginer vous déplacer en rue en voyant juste devant vous, comme là vous voyez sur le slide, vous êtes, en situation de vision tubulaire, une vision en tunnel, on appelle ça. C'est vraiment comme si vous regardiez dans le trou d'une serrure. Ça veut dire que tout votre champ périphérique, il est complètement réduit et vous voyez qu'à travers ce petit trou. Vous avez vu sur le slide, la personne, quand elle a une vision comme ça, elle doit vraiment balayer pour reconstituer, l'ensemble de l'image, un petit peu comme un puzzle, en fait. On prend chaque élément, hop et en balayant vraiment bien de gauche à droite, on reconstitue l'ensemble, de l'image qu'il y a devant soi.
Les personnes avec ce genre de vision, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, la mobilité est vraiment compliquée. Pour se déplacer, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais par contre, une fois que la personne est assise et que l'information se trouve juste devant elle, c'est possible qu'elle y ait accès. Ça, c'est de nouveau pour vous faire comprendre que c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent jusque dans des centres, et voilà, qui soient avec, une canne, un chien, qui aient beaucoup de difficultés, dans leur mobilité, mais qu'une fois assis derrière l'ordinateur, ils vont peut-être se rapprocher très proche de leur écran, mais ils vont avoir accès à l'information. Et ça, c'est aussi pour se dire, bah, voilà, une personne, en fonction de son paramètre de la vue qui est touché, c'est complètement différent. Les capacités sont vraiment différentes. Cette vision-là, elle est due à une maladie que vous avez sûrement entendu parler aussi, c'est le glaucome. Je vais pas en parler trop longtemps, mais c'est quand même juste pour dire que le glaucome, c'est une maladie qui peut toucher, un petit peu, n'importe qui et n'importe quand. C'est asymptomatique et c'est super important de faire du dépistage, d'aller chez l'ophtalmologue, pour faire contrôler la tension intraoculaire et voir s'il y a pas un risque pardon, de glaucome. S'il y a un risque de glaucome, c'est pas grave du tout. On vous propose de mettre des gouttes, de faire une petite opération et le problème est réglé. Le problème, c'est en fait, vu que c'est asymptomatique, on s'en rend pas compte et en fait, quand on se rend compte, c'est déjà trop tard parce qu'on commence déjà à perdre son champ périphérique et ce qui est perdu est perdu. Donc super important, chez Eclat, on insiste là-dessus, c'est d'aller chez l'ophtalmologue, pas spécialement tous les 20 ans, pas que quand on a un problème de vue, mais vraiment, pour faire des contrôles un peu comme on va chez le dentiste. Deuxième raison de cette vision un petit peu, où le champ périphérique est réduit, c'est la rétinite pigmentaire. Ça, c'est une maladie qui est génétique. C'est la destruction progressive des photorécepteurs que vous avez dans votre rétine. Je ne veux pas passer au slide suivant. Super. Désolée, j'ai de nouveau un bug avec mes slides qui ne veut pas changer de slide. Ouais. Tu la mets en pause à chaque fois que tu cliques, en fait. En bas à gauche de l'écran, je vois 2 petites flèches. Dans le coin, ils sont dans le coin de l'autre écran. Ah oui, là, je ne les voyais pas. Non, tu vois de nouveau? Ah, voilà. Je sais pas si c'est propre à moi, mais je n'ai plus de son. C'est en frôlant, à mon avis. C'est Ah Laetitia si, qui voilà. avait coupé mon micro, désolée. OK, voilà. Très bien. Deuxième aléa du direct, merci. Non, Alors, non, il y a pas de donc comme je souci. vous disais, ces 2 paramètres, d'une part l'acuité visuelle pour votre vision précise en détail, plutôt le centre de l'œil et d'autre part le champ périphérique, le champ visuel qui est, plutôt, l'ensemble de votre vision sur les côtés. Ces 2 paramètres, ils sont évalués pour les 2 yeux et après correction apportée. Pour être considéré en situation de, handicap visuel, il faut donc que les 2 yeux soient affectés et qu'aucune correction, solution apportée ne vous permette, d'atteindre les niveaux dont je viens de parler, des niveaux établis. Ici, vous constatez avec une vision très, très floue, vous n'avez aucune, acuité visuelle, vous n'avez pas de vision de détail et donc enfin voilà, pour avoir accès à l'information qui est juste devant vous, bah, c'est compliqué. Si vous n'avez pas déjà vu le slide 2-3 fois avant, vous ne sauriez pas spécialement me dire ce qui est écrit. Ce genre de vision, ça va être dû à la cataracte. On en entend aussi beaucoup parler. On dit souvent: «Oui, la cataracte, ça s'opère». Oui, ça s'opère, mais dans le cas, d'une déficience visuelle à cause d'une cataracte, c'est une cataracte où, malgré l'opération, on garde une vision qui est très floue. Ça veut dire que l'œil va recréer un filtre devant la prothèse peut-être qu'on a pu changer. Il y a aussi des cataractes qu'on appelle congénitales, qui peuvent, survenir, après des maladies souvent de la maman pendant sa grossesse. Et alors cette vision aussi très floue, ça peut être une myopie aiguë. Les personnes myopes, savent que sans les lunettes, on voit un petit peu flou comme ça. Grâce aux lunettes, et ben, ça devient net. Quand on parle de myopie aiguë, ça veut dire que les lunettes ne solutionnent pas assez. Ça veut dire que malgré les lunettes, ça reste très, très flou comme ça. Les myopies aiguës, elles vont, davantage être développées dans des pays où ils ont moins accès aux soins de santé, où ils vont attendre plus longtemps avant d'aller chez l'ophtalmologue, vraiment forcer, forcer, forcer sur leurs yeux et du coup,
ça va mener à ce genre de vision très floue et qui ne sont pas solutionnables. On dit souvent qu'il y a autant de déficiences visuelles que de personnes déficientes visuelles, mais certains types de malvoyance sont quand même les plus répandus et c'est ces 4 grands types, de malvoyance que vous venez d'expérimenter sur le même slide. Les causes, je vous l'ai dit, peuvent varier. Ça peut être des maladies génétiques, héréditaires, des maladies en cours de vie ou aussi, des accidents en cours de vie, soit un accident de la route, un accident ménager et cetera. Ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que les 2 yeux sont différents, que les différents types de malvoyance sont cumulables. Ça veut dire que vous pourriez avoir une vision avec tâche comme vous avez maintenant, cumulée avec, une cataracte, donc une vision très, très floue. Enfin voilà, vraiment tout est cumulable. Vos 2 yeux sont différents, je vous l'ai dit en fonction de l'état de fatigue aussi, de la luminosité. Donc voilà, c'est ça qui fait que le handicap visuel, c'est vraiment très, très complexe et la réalité, les difficultés, les aptitudes de chacun sont vraiment différentes. Cette vision-là avec tâche, juste pour information, bah, c'est ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. Souvent, ça peut survenir des suites d'un diabète, souvent de type 2 qui n'est pas bien, contrôlé. On arrive parfois à des problèmes, ophtalmologiques après. Donc en fait, il y a des petites hémorragies dans la rétine qui créent cette tache qu'on peut essayer de stabiliser, mais qui peuvent aussi, évoluer en cécité totale. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour, débroussailler, qu'est-ce que c'est la déficience visuelle? Quelle réalité ça englobe? Et aussi faire comprendre que, tout ça est très théorique et que la façon dont une personne voit, c'est vraiment très complexe, parce que comme je vous l'ai dit, plusieurs paramètres, 2 yeux différents, pardon. Je vous laisse faire les probabilités, il y a vraiment plein de possibilités possibles. On va passer, à l'étape suivante. Être déficient visuel, est-ce que ça saute aux yeux? Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Hem, Ça, c'est un petit peu pour que, vous vous rendiez compte que paradoxalement, c'est un handicap qui peut être, très souvent invisible. Ça veut dire qu'il y a peut-être des personnes que vous allez rencontrer et vous allez pas savoir, qu'ils sont concernés par le handicap visuel. Par contre, il y a quand même, des indices, des accessoires que les personnes peuvent avoir et ils peuvent vous faire penser que la personne est concernée par le handicap visuel. Parmi ces accessoires, je pense que c'est un des premiers qui vient, en tête, c'est la canne. La canne, elle est toujours blanche, c'est la couleur de la déficience visuelle, la canne blanche, voilà, il y a des pays où il y a des cannes jaunes et cetera, mais en Belgique, c'est la canne blanche. Il y a 2 sortes de cannes, une canne, d'identification, donc ça, c'est une canne qui est plus petite, que les personnes vont juste, tenir en main. Elles vont pas les utiliser pour, se déplacer ou pour détecter des obstacles, c'est vraiment juste pour visibiliser un handicap qui, comme je vous l'ai dit, peut être invisible. Donc ça, c'est vraiment une canne que les personnes vont sortir peut-être à des moments précis des tâches, de la vie quotidienne. Par exemple, payer à une caisse, si la personne tient une petite canne d'identification blanche, voilà, on va peut-être, moins s'énerver si elle prend du temps à compter ses pièces. Pareil pour, un bus, peut-être que si la personne a une canne d'identification, voilà, le chauffeur va faire plus attention de s'arrêter bien devant la personne et cetera. Donc ça, c'est vraiment juste un outil qui sert à visibiliser le handicap. Évidemment, pour utiliser cette canne-là, il faut aussi que la personne ait accepté, soi-même son handicap parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise pour, visibiliser une différence. Donc voilà, ça c'est la première canne, la canne d'identification, de signalisation. La deuxième canne, celle que mon petit bonhomme, qui s'appelle Angelo d'ailleurs, tient en main, c'est une canne de locomotion. Donc ça, c'est une canne que les personnes vont utiliser pour se déplacer. Ce qui est important à savoir sur cette canne, c'est que son utilisation, est compliquée. Il faut prendre près d'une centaine d'heures de cours, pardon, pour pouvoir, l'utiliser et enfin savoir l'utiliser, pouvoir l'utiliser pour être soi-même en sécurité et pour pas mettre les autres personnes, en danger non plus. Donc voilà, une canne, c'est personnel, elle est vraiment à la hauteur de la personne. On ne prête pas une canne entre personnes déficientes visuelles et ce que j'insiste aussi, c'est que, la canne, il n'y a que la personne qui l'utilise. Vous, en tant que voyant, ça n'a aucun intérêt de prendre la canne d'une personne déficiente visuelle pour lui montrer un obstacle. Ça, c'est vraiment super important. La canne doit toujours rester au sol et c'est toujours la personne déficiente visuelle qui doit l'utiliser. Autre outil, si je peux appeler ça outil, qui est assez, significatif, c'est le chien. Alors le chien, là, c'est un chien guide dans le cas des personnes déficientes visuelles. C'est un chien qui va guider la personne pour la mettre en sécurité. Juste pour casser un petit peu le mythe du chien guide, c'est un chien
qui guide, mais il guide son maître, mais le maître guide aussi son chien. Ça veut dire que le chien guide ne va pas pouvoir lui dire, 58 rue, de l'Armistice, c'est parti. Ça fonctionne pas comme ça. Donc le chien guide son maître, mais le maître guide son chien aussi en ayant bien dans sa tête son chemin, lui dire: «Voilà, maintenant à gauche, à droite, passage piéton» et cetera. Le chien, il a été formé pendant près de 2 ans pour apprendre une cinquantaine, d'ordres et donc il guide son maître, selon les ordres que son maître lui donne. Il le protège, il le met en sécurité. Par exemple, s'il y a une voiture qui est mal garée, bah, voilà, le chien va éviter la voiture. Ça va permettre à la personne de pas se prendre la voiture de plein fouet. Le chien, ce qui est 2 choses super importantes à savoir, c'est que, comme vous pouvez voir sur son petit dossard, il y a une main qui est barré, ça, c'est parce que vous ne pouvez pas le caresser. En tout cas, quand il travaille, c'est vraiment super important de ne pas caresser le chien guide parce que comme on le dit, il travaille, il met la personne en sécurité et si vous arrivez et que vous venez lui faire des papouilles, lui donner une croquette, le chien, il peut être complètement déconcentré et mettre son maître, en insécurité. Donc ça, c'est vraiment super important de le laisser travailler, de le laisser concentrer. Après, quand le chien est au repos, évidemment, vous pouvez, le caresser, mais il faut d'abord demander à la personne déficiente visuelle si vous pouvez caresser son chien et j'insiste de s'adresser directement à la personne déficiente visuelle, sauf s'il y a un problème de surdité associé, mais normalement, les oreilles fonctionnent bien et donc vous pouvez vous adresser directement à la personne. Deuxième chose importante à savoir, c'est que les chiens guides sont, autorisés dans tous les lieux publics. C'est une obligation légale, c'est obligatoire de laisser rentrer les chiens, guides dans tous les lieux publics. Les seuls endroits où ils ne sont pas autorisés, c'est les lieux qui sont stériles, comme des cuisines ou des salles d'opération, mais sinon partout ailleurs, le chien est autorisé. Autre accessoire, qu'on pourrait donner à Angelo pour se dire: «Tiens, cette personne est concernée par le handicap visuel», ce sont des lunettes. Alors, les lunettes noires, elles servent à 2 choses principalement. La première chose, c'est que elles vont protéger la personne, de la lumière. Il y a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui sont, ce qu'on appelle photophobes, c'est-à-dire, hypersensibles à la lumière, qui vont être dérangées, pas que quand il y a du soleil, mais les néons aussi à l'intérieur, une lumière très blanche, enfin voilà, tout ça, ça peut être super dérangeant pour ces personnes-là. Et donc, il y a des personnes qui gardent vraiment leurs lunettes, intérieures-extérieures, été, hiver, parce qu'elles sont vraiment super dérangées par la lumière. Parfois, ces lunettes vont aussi être fermées sur les côtés ou en dessous pour vraiment éviter que le moindre rayon de lumière puisse passer. Ça, c'est vrai, le premier rôle, c'est pour la photophobie. Deuxième rôle, elles ont aussi un rôle qu'on peut dire, social, esthétique. Il y a des personnes qui subissent beaucoup d'opérations des yeux, qui ont les yeux très abîmés et qui n'ont pas spécialement envie qu'on voit leurs yeux, qui n'ont pas envie que ça fasse obstacle à l'interaction sociale et donc qui vont préférer garder leurs lunettes pour, pas, entraver la communication avec les autres. Voilà, ça c'est toute, une série d'accessoires. Il y en a d'autres évidemment, il y a des personnes qui vont garder une casquette aussi, intérieur, extérieur, été, hiver pour protéger aussi de la lumière. Ça peut protéger aussi des obstacles qui sont, en hauteur que la canne, ou le chien ne détecterait pas. On dit aussi parfois que, il y a justement dans le cadre de ce webinaire, c'est intéressant, beh, voilà, le téléphone, portable, c'est vraiment un outil qui est super, important pour les personnes déficientes visuelles. Il y a plein de choses qui existent, plein d'applications, super importantes. Là, je vous parle un petit peu des accessoires qu'une personne déficiente peut avoir. Ah oui, bah, la casquette, je l'avais mise, autant pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, sans tous ces accessoires, Angelo, il pourrait totalement encore être, touché par le handicap visuel parce que le handicap visuel, comme je vous l'ai dit, c'est un handicap qui peut être totalement invisible. Donc parfois, vous ne pouvez pas le savoir et ce sera plus dans des attitudes ou par la communication avec la personne que vous saurez dire si, la personne est concernée par le handicap visuel. Voilà, ça c'est quelque chose de vraiment d'important à garder en tête parce que, on dit que de nos pays, occidentaux, une personne sur 1000 est en situation de cécité, mais une personne sur 100, est malvoyante. Ça veut dire que, vous avez d'office déjà rencontré des personnes, déficientes visuelles, soit vous vous êtes rendu compte, soit vous en êtes pas rendu compte et c'est totalement possible parce que vraiment, très souvent, c'est invisible. Voilà. Alors, mais comment est-ce qu'une personne déficiente visuelle peut naviguer sur internet, si elle ne voit pas bien? Eh ben, on va, essayer ensemble.
on va imaginer qu'on veut se rendre justement sur le site de 1, 2, 3 digits et se dire, ben voilà, j'ai envie de m'inscrire comme apprenant. Mais voilà, je suis atteinte d'une cataracte, je ne vois pas bien, comment est-ce que je peux faire? On va essayer, voilà. Alors là, c'est compliqué, hein. On se rend compte qu'en ne voyant pas bien, bah, comment est-ce que je sais où est-ce que je dois m'inscrire? J'ai pas vraiment accès à l'information. Je ne sais pas trop. C'est un petit peu difficile. Où est-ce que je dois cliquer? Je peux peut-être deviner que c'est sur les 2 boutons tout au-dessus, mais c'est vraiment pas évident. Mais alors, comment faire? Comment faire? Il existe ce qu'on appelle des technologies d'assistance. Ces technologies, elles vont permettre l'accès à la personne par un autre moyen. Parmi ces technologies, il y a, des plages braille. Ça, c'est l'image plus en haut à gauche. Donc ça, c'est une espèce de barrette qu'on connecte à l'ordinateur, soit par un câble, soit par, Bluetooth et qui va retranscrire en braille ce qu'il y a, sur l'écran. Ça permet aussi à la personne de taper en braille et que ça s'affiche en noir, on appelle ça, sur l'écran. Il faut savoir que toutes les personnes déficientes visuelles ne sont pas spécialement braillistes, donc c'est quand même aussi un truc à garder en tête. Dans les autres technologies d'assistance, il y a aussi ce qu'on appelle des lecteurs d'écran, la synthèse vocale et puis tout ce qui est loupe, logiciel d'agrandissement. Donc ça, c'est plutôt sur l'image à droite. On voit que sur l'écran, c'est vraiment, zoomé. Et donc toutes ces technologies d'assistance, elles vont permettre à la personne déficiente visuelle, de naviguer sur internet et avoir accès aux informations qu'elle désire. On va faire un essai. Alors là, je suis passée, pour des raisons plutôt pratiques sur, une version, téléphone, mais c'est possible aussi, sur l'ordinateur. On va essayer avec un lecteur d'écran d'avoir, accès à l'information. Burger menu. Burger logo. Visiter. Lien. Image. Image. Lien. Login. Visiter. La plateforme. Niveau d'entête 1. Gratuite. Pour accompagner et agir sur la fracture numérique. Je me connecte. Je m'inscris. Lien. Burger menu. Image. Bannière. Repère. Se connecter. Créer son compte. Quel type de compte souhaitez-vous créer? Image. Lien. Image. Je suis aidant. J'accompagne les publics sur le numérique. Image. Lien. Je suis apprenant. Niveau d'entête 1. Je souhaite apprendre les bases du numérique. Lien. Je souhaite apprendre les bases du numérique. Lien. Email ou numéro de téléphone. Votre email ou numéro de téléphone. Champ de texte. Voilà, donc ici, on constate qu'en activant le lecteur d'écran sur mon téléphone, bah, l'information, elle est oralisée et je peux y avoir accès plus facilement. Donc là, vous avez constaté que grâce au lecteur d'écran, j'ai su naviguer pour aller jusqu'au formulaire d'inscription et donc si là je continue, je peux m'inscrire. Il existe plusieurs, lecteurs d'écran. Il y en a qui sont déjà intégrés sur smartphone. Sur les iPhones, il y a VoiceOver et sur Android, il y a Talkback. Donc ça, c'est dans les paramètres d'accessibilité de n'importe quel téléphone, vous pouvez les activer. Sur les ordinateurs aussi. Sur Mac, vous avez VoiceOver qui est intégré aussi. Sur Windows, vous avez Narrator intégré aussi. Et sinon, vous avez un logiciel qui s'appelle NVDA, qui est en open source, qui est gratuit et que vous pouvez installer sur tous les ordinateurs. C'est vraiment facile et ça va oraliser du coup l'information qui est à l'écran. Mais ces technologies d'assistance, est-ce qu'elles sont toujours suffisantes? Ça, c'est la grande question. Pied, 28 secondes. 2 secondes. Activer barre oblique, désactiver audio. 19 secondes. Info trait du. Le mec. 19 secondes. Lecture vidéo. Temps écoulé. 13 secondes. Et 2 fois pour lire ou mettre en pause. Pause. Lecture. Pause.
Bon, ici, on constate, donc j'ai activé mon lecteur d'écran et je me suis rendue sur un site pour essayer de m'acheter un pull. On constate qu'avec un site internet qui n'est pas codé afin de prendre en compte les technologies d'assistance, comme un lecteur d'écran, ben, je n'ai pas accès correctement à l'information qui m'intéresse. Là, j'essaye d'aller dans la barre de recherche pour trouver un pull, j'ai beaucoup de mal. Les freins, ça peut être des pop-up, des vidéos. Dans le cas ici, il me parle d'une vidéo en pause, play, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc des vidéos qui ne sont pas décrites textuellement, des captchas, et cetera. Tout ça, ça peut être des freins, du coup, à l'accessibilité numérique et rendre les technologies d'assistance inutiles. On estime qu'en Belgique, moins de 10% des sites sont vraiment accessibles. C'est un chiffre qui est un petit peu difficile à estimer parce qu'il y a certains sites qui disposent d'une déclaration d'accessibilité. Juste d'une déclaration d'accessibilité, ça veut dire qu'ils déclarent qu'ils vont faire des efforts pour être accessibles, mais le site n'est pas accessible. Donc, est-ce que ceux-là sont vraiment pris en compte dans les chiffres ou pas? Il y a certains sites qui sont partiellement accessibles, qui sont accessibles à certaines technologies, pas à d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué et le fait qu'on manque de chiffres, en fait, c'est notamment parce que l'accessibilité, c'est pas encore assez un enjeu. On s'y intéresse pas encore assez alors que c'est vraiment une problématique sociétale qui est hyper importante parce que comme le disait Thomas, ça peut mettre des personnes en situation d'exclusion. Et justement, l'accessibilité numérique, est-ce que ça vous parle? Là, je vais juste, prendre 2 minutes pour vous montrer une petite vidéo qui a été créée par, l'association Valentin. Oui, c'est une association française pour les personnes aveugles et malvoyantes et c'est vraiment, faire comprendre les enjeux de l'accessibilité numérique, pardon, en 2 petites minutes. Donc je vais juste vous inviter à ce qu'on regarde cette vidéo ensemble. Les gens qui ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'accessibilité numérique. On vous voit. Je suis Manuel Pereira, je suis responsable du pôle accessibilité numérique. Les aveugles vont sur internet? Aujourd'hui, une personne aveugle ou malvoyante peut aller sur Internet grâce aux outils que tout le monde utilise, un ordinateur, mais également grâce au téléphone portable avec des logiciels qui permettent soit de grossir, soit de vocaliser les informations qui sont présentes à l'écran. Alors, c'est quoi l'accessibilité numérique? Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous. On estime que moins de 10% des sites en France sont accessibles. Il se passe quoi quand un site n'est pas accessible? Voilà ce qu'on entend. Lien, image, logo autre. Lien, image, logo autre. Si vous êtes capable de me dire ce que c'est que image, logo autre, je suis preneur. Et ça concerne combien de personnes exactement? 12 millions de personnes en France, dont 2 millions de personnes déficientes visuelles qui sont aveugles ou malvoyantes. Une personne sur 5 en France est concernée par les problèmes d'accessibilité. Internet, les réseaux sociaux sont des sources d'informations incontournables. Et si on ne peut pas y accéder, du coup, on se retrouve en situation de fracture numérique et donc d'exclusion. Et vous, est-ce que vous pourriez vous passer d'Internet? Logo de la avec les aveugles et malvoyants. Voilà, donc là, par vous-même, vous avez pu constater la réalité d'une personne déficiente visuelle qui navigue sur Internet et les freins qu'elle peut rencontrer, mais aussi les aptitudes qu'elle a lorsque le site est bien codé. Et il y a vraiment plein de choses qui sont possibles grâce aux technologies d'assistance, mais il faut que, à côté de ça, le site soit bien encodé pour que ça fonctionne. Les gens qui ne savent pas. Alors, on arrive dans le vif du sujet. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc là, j'ai repris le schéma de WeTakeCare. Au niveau de l'accueil, qu'est-ce qui peut être important? L'accueil, c'est vraiment la première étape. C'est ce qui est super important. À partir du moment où la personne se sent accueillie, on va déjà débloquer pas mal de choses. Donc à ce niveau-là, apprendre les gestes de rencontre et d'accompagnement d'une personne déficiente visuelle, ça peut être super important. Savoir comment on entre en contact avec une personne déficiente visuelle, savoir la guider de manière efficace dans l'espace, par exemple. Si la personne se sent accueillie de manière appropriée, c'est vraiment l'étape la plus importante. Ensuite, on parle de diagnostiquer les freins et les besoins. Au niveau des freins et des besoins, est-ce que le frein, c'est un problème technique? Est-ce que les dispositifs sont équipés d'un lecteur d'écran? Enfin voilà, il y a plein de choses, mais donc une connaissance des technologies d'assistance et leur installation sur les dispositifs, c'est aussi quelque chose qui peut être super important.
Si justement il y a les lecteurs d'écran sur les dispositifs, pardon, la personne, elle sera déjà plus à même d'avoir accès à l'information qui l'intéresse. Si la personne, elle utilise d'autres technologies d'assistance, normalement, elle aura elle-même appris à l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, il faut garder en tête aussi que vous n'êtes pas en charge de tout et c'est super important aussi de connaître le réseau, ce qui me mène à informer et motiver. Donc, connaître le réseau et pouvoir relayer vers les acteurs qui sont compétents. Donc, si vous connaissez le réseau et les possibilités d'aide externe pour votre public, ce sera beaucoup plus efficace que si vous essayez de tout prendre en charge. Il y a vraiment plein de possibilités. Il y a des acteurs compétents qui peuvent vous aider à régler les problèmes. Donc voilà, pour moi, ça, c'est ces 3 grandes étapes-là qui sont vraiment super importantes pour aider les personnes déficientes visuelles à être en situation d'inclusion numérique. Et du coup, qu'est-ce qu'Éclat peut faire? Alors pour vous, on propose des formations adaptées au milieu professionnel. Donc on propose vraiment un panel de formations très large qui sont adaptées chaque fois au milieu professionnel auquel on s'adresse. Elles sont modulables aussi selon vos objectifs. On y apprend notamment les gestes de rencontre et d'accompagnement. Enfin voilà, on peut vraiment approfondir un petit peu tout ce que je vous ai rapidement expliqué là maintenant. Ces formations, on les donne au sein de notre ASBL, mais aussi à la demande dans vos locaux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. On fait vraiment quasiment des formations à la carte. On peut aussi vous proposer d'avoir un site web accessible, si ce n'est pas encore le cas, grâce à notre agence web inclusive qui s'appelle Accessia. Et là, je vais peut-être laisser ma collègue Servane en parler, parce qu'elle fera ça mieux que moi. Oui, bonjour. Oui, au sein de Éclat, on a monté donc cette petite agence web inclusive Accessia qui fonctionne un petit peu comme une start-up. Excusez-moi, madame, vous avez coupé le micro, je pense, de Louise via lequel on entendait Servane. Oui, pardon. Ah, C'est moi. Pardon. Voilà. Je suis bête. Voilà. Bon, je recommence alors. Oui, s'il te plaît, merci. C'est pas grave, ça Voilà, arrive. bonjour. Donc, je présentais Accessia, qui est en fait une agence web inclusive créée au sein de l'association Éclat, qui a un fonctionnement un petit peu de start-up dans cette association. Et les missions d'Accessia, c'est de proposer d'abord des audits de sites existants afin d'évaluer l'accessibilité de ces sites et ensuite de proposer également la création de sites accessibles. C'est-à-dire que nous avons en interne des personnes compétentes pour développer des sites accessibles qui prennent en compte l'accessibilité des sites dès le début. Et on assure également la maintenance de ces sites, puisqu'en fait, un site est accessible à un instant T quand il est fait, mais un site, c'est vivant, donc on va venir rajouter du contenu, on va venir le faire évoluer. Et le risque, si les personnes ne sont pas au fait de l'accessibilité, c'est que cette accessibilité, la qualité de l'accessibilité baisse, voire disparaisse. Donc la maintenance d'un site est très importante pour s'assurer que l'accessibilité numérique est maintenue. On travaille en particulier avec une personne elle-même déficiente visuelle au sein de l'équipe, dont en fait le handicap devient une expertise. Il n'y a rien qui sort de chez nous sans que ce soit passé entre les yeux, si je puis dire, de cette personne déficiente visuelle qui va valider et expertiser l'accessibilité. On propose également la mise en accessibilité de contenu, c'est-à-dire la plupart du temps de documents PDF. En fait, sur les sites, vous allez avoir souvent des publications et ces publications doivent également être accessibles aux personnes en situation de déficience visuelle. Donc, on va également accompagner les demandes relatives à la mise en accessibilité de ces documents. Ça peut être en ligne ou d'autres documents tels qu'un rapport d'activité ou comment dire, des flyers, des choses que vous voudriez rendre accessibles. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions à la fin de la présentation. Super, merci Séverine. Et alors ça, c'était plutôt pour vous. Pour le public déficient visuel, on propose également plusieurs choses. Donc des formations aux nouvelles technologies. Ça, ce sera plutôt du coup avec ma collègue Laetitia que je vais laisser expliquer aussi. Donc,
on intervient auprès de la personne, soit en formation individuelle ou collective, à tout ce qui est justement la gestion de l'assistance, de la gestion des assistances adaptées, donc comme les lecteurs d'écran, que ce soit sur smartphone ou PC ou Mac. Je travaille avec des volontaires déficients visuels eux-mêmes qui sont très pédagogues et donc qui apprennent aux personnes à utiliser leur smartphone ou leur ordinateur et de pouvoir du coup accéder aux informations sur Internet. Donc, je fais vraiment tout ce travail-là avec les volontaires. Et parallèlement, on organise des clubs nouvelles technologies. Donc, ces clubs, ben, ils ont lieu à Marlois, Namur, Louvain-la-Neuve, une fois par mois, et à Gilly et Bruxelles 2 fois par mois. À certains jours, à certaines dates. Et donc, les personnes sont bienvenues avec leur matériel. Alors, parfois, on a des demandes concernant j'ai une mise à jour à faire, comment je peux faire, pouvez-vous m'aider? Donc, on va leur expliquer ou on va faire des découvertes pour des applications adaptées telles que Seeing ou d'autres systèmes de lecture via le smartphone, par exemple. Et donc, voilà. Super. Ouais. Merci Laetitia. Autre chose aussi pour votre public déficient visuel, on propose une formation professionnalisante qui s'appelle Blind Code. Ça, c'est une formation d'1 an pour les personnes déficientes visuelles en recherche d'emploi. Et là, on va leur apprendre à devenir développeurs web. Donc, vraiment, pendant une année, ils vont suivre des cours, enfin, j'ai pas en tête tous les cours qui suivent, mais c'est vraiment très, très, très large pour apprendre à coder, devenir développeur web. Après ces mois de formation, il y a un stage. Là, je sais que les étudiants sont en stage à l'heure actuelle et parfois ces stages mènent à une offre d'emploi. On a un étudiant qui a été engagé en CDI chez Infrabel notamment, suite à cette formation qui est, en partenariat aussi avec, Bruxelles Formation. Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez relayer auprès de votre public, déficient visuel si jamais il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui ont envie de se former dans le numérique, s'il y a vraiment, des possibilités avec Blind Code. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc si jamais vous avez des questions ou si Thomas, tu veux reprendre, la main. Alors, j'allais présenter le même slide avec questions, points d'interrogation à l'écran. Il y a 3 questions dans le chat. La première question, je crois que le plus facile sera de renvoyer le lien de votre site web avec le catalogue des formations, les prix, les lieux aussi, parce la particularité de notre webinaire, c'est qu'on touche les francophones de toute la Belgique, et donc ça peut être intéressant justement de savoir quelles formations sont données, à quels endroits, à destination de quel public. Donc si vous avez un lien utile que vous pouvez partager, soit maintenant dans le chat, Ouais. sinon on le reprend d'office dans le mail récapitulatif plus tard. Ah ben voilà. Voilà, là, vous avez toutes nos infos. Pour information, j'imagine quelqu'un derrière son écran maintenant en train de soit copier à la main, retaper dans ses notes ou faire des captures d'écran. Les slides vous seront envoyés par mail où vous pourrez facilement cliquer dans la présentation pour les liens. Vous avez les coordonnées par mail, téléphone, si besoin. Donc, sachez que tout ça vous sera envoyé et Servan vient de mettre dans le chat. Merci beaucoup. Le lien. Autre question intéressante. Quelle est la différence entre un lecteur d'écran et une synthèse vocale? Est-ce que une de vous trois... Ouais. Évidemment. Donc, en fait, la synthèse vocale, c'est juste la voix. Si on n'a pas de lecteur d'écran à l'arrière, ben, vous pouvez avoir une belle voix, mais elle ne sera pas efficace pour lire l'écran. Donc, le lecteur d'écran, c'est le logiciel d'assistance qui va permettre d'accéder aux informations de l'écran. Et la synthèse vocale, c'est le paramètre voix qui est ajouté. Et donc, on peut avoir
au départ, on avait des voix très, très métalliques. Avec l'évolution des nouvelles technologies, heureusement, il y a des propositions de voix de plus en plus, entre guillemets, humaines. Et donc, c'est vraiment deux choses différentes et complémentaires, en fait. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Moi, en tout cas, j'ai appris quelque chose de plus. C'était une question très pertinente. Oui. Non. Et on se trompe souvent sur les deux. En fait, les gens pensent que s'il y a une synthèse vocale, il y a une adaptation. Mais une synthèse vocale, vous pouvez même l'avoir n'importe où. C'est vraiment la voix, en fait. C'est ce que Ouais. vous choisissez de mettre. Si le lecteur d'écran n'existe pas, ben, la synthèse vocale ne va pas servir à grand-chose. Et j'ajoute aussi comme petite précision dans le vocabulaire, une synthèse vocale n'est pas la même chose qu'une assistance vocale. Une assistance vocale donne, on peut donner des commandes. Bonjour Siri, ajoute un événement au calendrier pour le 14 septembre à 9 h du matin. C'est encore tout à fait autre chose. Donc là, on va utiliser la technologie comme alternative, enfin, et la reconnaissance vocale de ce que nous dictons pour arriver à certains buts. Alexa, Siri, sur un smartphone, c'est OK, Google. Voilà. Il y avait une troisième question. C'est vrai que je suis assez curieux de ça aussi. Pendant la présentation de Louise, il y a eu quelques simulations justement de déficience au sens large visuel. Est-ce que ce sont des plugins? Est-ce que ce sont des paramètres particuliers de PowerPoint ou autres logiciels que vous avez utilisés? Voilà, comment est-ce que vous avez fait pour justement montrer ces différents types Alors, je de ne connais plus déficience par cœur, visuelle? mais Ouais. c'est effectivement quelque chose qu'on peut télécharger et mettre dans votre navigateur. Et du coup, n'importe quelle page internet, vous pouvez la voir. Ah voilà, Funkify, Disability Simulator. Et alors là, en fonction de n'importe quelle page internet, vous pouvez choisir une déficience, un filtre à ajouter. Vous ne voyez pas mon écran hein, là. Tu peux peut-être mettre le lien. Ouais, je vais mettre. Si tu glisses ton écran vers ton deuxième écran, Ouais. enfin la fenêtre vers ton deuxième écran. Voilà. Alors, ouais. Alors, vous voyez ici au-dessus. Non, on ne le voit Non, vous pas. ne voyez pas? On est toujours sur la présentation. Je vais le taper. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi vous ne le voyez pas? Ah, attends, je vais faire autrement. Voilà, j'ai mis. Funkify, ouais. Et alors, attends, je vais essayer quand même de vous montrer ça. Tchac. Ah non, ça veut dire que je vais arrêter le partage. Bon, bref, Funkify, vous téléchargez et dans votre navigateur, après, vous pouvez choisir vraiment plusieurs difficultés, soit la cataracte, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et si vous mettez dyslexie, par exemple, toutes les lettres de votre site internet vont bouger pour qu'on se rende compte des difficultés qu'une personne peut rencontrer si elle est dyslexique. Enfin voilà, il y a la vision tubulaire, la vision avec la perte de la vision centrale. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est une petite extension à mettre dans son navigateur. Ok, merci beaucoup. Je ne connaissais pas, c'est intéressant à connaître. Alors, j'ai vu d'autres questions. Une question de Marc. Y a-t-il moyen de rendre un formulaire web accessible? Ça, c'est Alors ça, peut-être je pour pense Servan. que c'est Ouais. moi, tout à fait. Tout à fait. C'est même un des enjeux en fait de l'accessibilité numérique. En fait, quand on prend l'accessibilité numérique, ça englobe un certain nombre de critères et vous allez avoir tout ce qui touche au contraste, à la taille de la police, vous allez avoir la circulation, la navigation au sein des pages, en fait, l'expérience utilisateur à proprement parler. Vous allez avoir ce qui concerne les images, c'est-à-dire est-ce que les images doivent être oralisées ou pas? Est-ce qu'elles apportent une valeur ajoutée pour la personne qui va consulter le site? Et évidemment, les formulaires doivent être mis en accessibilité. Donc, par exemple, si on imagine son formulaire, vous avez le nom, le prénom, l'adresse mail. Un formulaire qui ne serait pas accessible, on dirait champ vide, champ vide, champ vide.
là où l'accessibilité, quand on va concevoir ce formulaire, c'est important d'indiquer et de dire, OK, ce champ, c'est prénom, cet autre champ, c'est nom. Donc, le fait de le spécifier, la synthèse vocale va être capable après d'oraliser le contenu attendu dans le champ. Donc oui, il y a tout à fait moyen. Et est-ce que, question complémentaire, est-ce que un Google Forms, Microsoft Forms, etc., propose justement ce niveau d'accessibilité? Alors tout à fait. En fait, il faut savoir que l'accessibilité, comme disait tout à l'heure, Louise, l'accessibilité, elle est déjà embarquée dans nos outils. Que ce soit dans nos laptops, dans nos tablettes, dans nos smartphones, vous avez déjà des tas de fonctionnalités d'accessibilité qui existent et parfois qu'on utilise même sans vraiment s'en rendre compte. Quand vous agrandissez votre police, c'est déjà une première étape. Quand vous décidez de changer le contraste des couleurs parce que ça vous agresse moins et que vous préférez, c'est plus confortable, c'est déjà de l'accessibilité. Et les tout grands, les Google, les Apple, etc., les Amazon, ils ont déjà bien compris les enjeux de l'accessibilité. Et grâce à eux, on a déjà des outils largement accessibles, en particulier les Google Forms. Donc, vraiment, l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que ça existe, c'est présent, et si on le conçoit correctement dès le début, alors l'information va être accessible parce qu'elle va s'appuyer sur la brique technologique qui est embarquée. Ok, parfait, merci. J'espère que ça répond à la question de Marc. Et alors une question de Christelle qui, j'imagine, mais sinon qui peut détailler à l'oral ou à l'écrit, souhaite faire un premier pas vers l'accessibilité, faire un premier audit. Est-ce que l'utilisation d'un lecteur d'écran pour voir où en est son site, est-ce que c'est un bon premier pas? Quel serait, avant de faire un audit plus poussé, voilà, un premier test à faire soi-même en termes Alors, d'accessibilité? bon, en fait, l'intérêt de l'accessibilité numérique, c'est que ce soit le même site pour tous. L'accessibilité numérique, c'est l'inclusion digitale pour tous, pour vous, pour moi et pour les personnes en situation de handicap. Et j'en profiterai pour dire qu'on ne va pas se limiter à la déficience visuelle, on va couvrir tous les handicaps. Par exemple, un handicap moteur, quelqu'un qui n'arrive pas à utiliser sa souris va utiliser la tabulation. Ou bien, par exemple, tous les dysgraphiques, dyslexiques, etc., l'accessibilité numérique va les concerner également. Alors, l'idée principale, c'est qu'en fait, on va avoir le même site pour tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas habitué au point d'attention, rajouter une synthèse vocale, si ce n'est que vous allez effectivement vous rendre compte que les choses ne sont pas fluides, mais ça va être très compliqué de vous l'approprier. Donc, malheureusement, non, je n'ai pas de recommandation à faire si vous n'êtes pas un tout petit peu, comment dire, euh, au fait de la question sur l'accessibilité, installer une synthèse vocale sur votre ordinateur ne va pas vous aider. Et ici, on en a tous fait les frais. Au début, la prise en main d'une synthèse vocale, elle est compliquée si on n'est pas un peu accompagné, un peu formé. C'est pour ça qu'on propose des audits. Alors, évidemment, si vous êtes intéressé de cette démarche-là, vous pouvez nous contacter. Nous, on va faire un diagnostic rapide. On va passer 10 minutes, un quart d'heure sur votre site. En particulier, cette personne déficiente visuelle dont je vous parlais va très rapidement mettre en évidence 2-3 difficultés. Si après, vous dites, OK, fort de ça, je décide de créer un nouveau site, on peut vous accompagner. Si vous décidez, je veux aller plus loin, je veux un audit beaucoup plus complet, qu'est-ce qui n'est pas accessible, pourquoi, comment, on vous propose un audit. Donc, on va gratuitement vous apporter un diagnostic. Après, on rentre dans un processus où, selon votre besoin réel, est-ce que c'est le bon moment de faire un nouveau site pour vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin d'une déclaration d'accessibilité? Malheureusement, c'est souvent la loi qui pousse les gens aussi à se poser les questions. Voilà, selon votre besoin, vous accompagnez. Merci. Et j'ajouterais que, enfin, pour revenir à une réponse précédente, hein, Servan, c'est que beaucoup de choses sont déjà intégrées dans les outils qu'on utilise. Alors pour des sites web, je suis moins calé. Par contre, je peux projeter. Je vais essayer un instant de, voilà, vous devriez voir maintenant.
la version éditable de PowerPoint. Quand vous cherchez dans la barre de recherche accessibilité, et je peux mettre, vous voyez ici à droite, un check d'accessibilité où il y a une image, mais il manque le texte alternatif, donc le lecteur d'écran va dire image, sans plus, alors que je pourrais de moi-même ajouter, euh, il s'agit d'une image avec un homme qui tient une petite tablette qui pointe un grand point d'interrogation. Euh, voilà, donc juste expliquer ce qu'on voit à l'image. Et donc, Microsoft, mais plein d'autres outils, le proposent. Si je l'enregistre en PDF, bah, du coup, ça sera aussi intégré dedans. On peut le faire pour des sites web. Attention à l'utilisation des emojis, par exemple. Ça peut, ou des émoticônes. Voilà, ça peut parfois rendre les textes illisibles quand clin d'œil, c'est point virgule, fermer la parenthèse. On comprend pas que c'est un clin d'œil. Voilà. Je vois qu'il y a encore pas mal d'autres questions, donc je vais peut-être voilà, lire celle qu'il y a. Sinon, s'il y a d'autres questions, on va vous remettre évidemment les coordonnées d'Éclat, puisque je vois que ça suscite pas mal d'intérêt pour que vous puissiez continuer la conversation. Euh, alors, une question technique. Est-ce qu'il y a une question euh, quelles sont les formations préconisées pour devenir un développeur sensible à l'accessibilité et à l'inclusion, entre parenthèses, DAS de Harvard, DAS de Harvard. Je n'ai pas la référence, donc je ne sais pas si vous connaissez. Alors, les formations, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet, c'est certainement la clé, c'est de former les nouvelles générations et les spécialistes, donc que ce soit dans les écoles. Je sais qu'il y a également une question relative à ça. Il faudrait que ce soit davantage abordé au cours des différentes formations. C'est un vrai sujet. Ça doit, enfin voilà, nous, pour l'instant, nous ne faisons pas de formation. On peut vous renvoyer vers effectivement des universités qui sont tout à fait pointues et qui sont voilà, une bonne approche pour se former. Ce qui est très clair, c'est que plus vite on intègre l'accessibilité dans la conception d'un site, plus c'est facile, plus ça, voilà, plus ça tombe sur le sens et plus c'est facile à maintenir. Donc, effectivement, dans l'enjeu de l'accessibilité numérique, il y a cette notion de montée en compétence de l'ensemble des acteurs du digital. Très bien, merci. Alors, tu as évoqué deux choses qui ouvrent la porte pour deux questions supplémentaires. En question de maintenance, il y avait une question, c'était... Est-ce que oui, une question de Christelle, est-ce qu'on peut aussi être formé pour, une fois que le site est fait, construit de manière accessible, est-ce qu'on peut être formé pour justement maintenir l'accessibilité? Ça fait partie de la même formation ou c'est une formation séparée? Alors, notre expérience, en fait, disons que nous ne nous adressons pas à des grosses structures. Je veux dire, vous prenez des banques, vous prenez des grosses organisations, ils ont un personnel, ils ont un référent accessibilité numérique, ils ont des personnels formés sur le sujet et en fait, ils préfèrent internaliser. Nous adressons majoritairement à des organismes publics et des petites PME dont c'est finalement pas le core business de faire de la gestion de site. Donc, ce qui se passe en général, notre expérience, c'est que de proposer de former à la maintenance de leur site, une fois qu'on a fait un site, n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent parce qu'on va proposer une demi-journée, 2 demi-journées de formation et au final, 2 mois après, 3 mois après, on ne sait plus très bien quel est ce qui est à faire. Ce qu'on préconise, nous, et c'est chaque fois vraiment du cas par cas, c'est-à-dire on va vraiment adapter en fonction du client, des projets, de leurs besoins et justement du background de la personne qui doit gérer ce site. C'est plutôt un format de maintenance, c'est-à-dire quelques heures par mois pour continuer à accompagner la personne sur
la gestion de son site, le fait de mettre des nouveaux contenus, de venir éventuellement faire des améliorations, etc. Donc, on est plus sur un format création de site plus forfait de maintenance plutôt qu'un transfert de compétences où notre observation, c'est que souvent, ce n'est pas pertinent et 6 mois, 1 an, 2 ans après, on vient nous voir en disant ça ne marche plus, c'est plus accessible, on a eu des remarques négatives. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce qu'on propose. Après, il y a effectivement un certain nombre de formations, mais c'est tellement à chaque fois adapté à qu'est-ce que vous voulez faire. Ça va être, je veux rajouter une page, je veux rajouter un onglet, j'ai besoin de faire un annuaire, de rajouter un formulaire. Voilà, donc on va s'adapter en fonction des besoins. Ok. Et alors, ça répond en partie à la question de Sylvia qui demandait s'il y avait des formations accessibles, peut-être à un niveau moins technique, parce que je peux imaginer que parmi des animateurs de peine au sens large, des assistants sociaux qui souhaitent initier un accompagnement justement pour personnes avec un déficit visuel qui font de la communication. Est-ce que vous faites de la sensibilisation? Est-ce que vous avez des formations pour des personnes moins techniques, personnes lambda, je cite, pour justement faire des communications sur les réseaux sociaux simplement qui sont accessibles? Alors, on ne fait pas de formation pour apprendre à mettre, à utiliser les réseaux sociaux de façon accessible. En revanche, on fait de la sensibilisation à l'accessibilité numérique, ce qui est d'ailleurs l'objet, c'est la raison pour laquelle on a accepté de participer à ce webinaire, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que le grand public ne sait pas ce que c'est que l'accessibilité numérique. On confond souvent avec l'inclusion, à savoir avoir un ordinateur, un téléphone, avoir accès à Internet. Les gens ne savent pas ce que c'est et c'est vrai que je pense que la première marche à monter, c'est déjà faire comprendre les difficultés. Qu'est-ce que l'accessibilité numérique? Quels sont les enjeux? Dans quelle mesure ça peut apporter un plus, que ce soit l'entreprise qui va mettre en place cette accessibilité numérique ou le public qui va l'utiliser. Voilà. Et là, à ce niveau-là, je dirais que avec Louise, on travaille à différents formats et en fonction effectivement aussi du besoin qu'on peut ressentir, on adaptera pour essayer de toucher le plus de gens possible. Parce que ce que j'espère, c'est que dans 15 ans, ça sera un non-sujet, ça sera tellement évident, les étudiants auront été formés, les web développeurs aussi, tout le monde connaîtra et ça fera. C'est comme le RGPD, quand le RGPD est arrivé, au secours, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? Il n'est plus question de sortir quoi que ce soit sans inclure le RGPD. Donc, il faut espérer que d'ici quelques années, l'accessibilité sera un non-sujet. Ok, mais je l'espère évidemment aussi et on essaye de plus en plus chez 8Taker et pour la plateforme 1, 2, 3 Digit aussi d'en tenir compte. Quand on a des moyens qui sont limités, ça peut être chronophage, c'est important, mais dans un univers où on travaille justement sur l'inclusivité numérique, ça en fait partie. Euh, on essaye de mettre des sous-titrages pour les personnes qui sont malentendantes, de mettre dans le texte sur les réseaux sociaux, comme ça répond un petit peu à la question aussi, mettre dans le texte la même chose qu'on met en image pour qu'il y ait une forme de redondance. Un lecteur d'écran va lire le texte, mais peut-être pas l'image, mais comme ça, c'est complémentaire. Et alors, 3 dernières questions et après on va clôturer. On déborde un petit peu. Merci en tout cas pour les personnes qui restent pour votre attention. Une question de Mathilde. Est-ce que l'intelligence artificielle peut corriger des problèmes d'accessibilité sur un site ou une application? Alors tout à fait, moi je crois beaucoup à l'intelligence artificielle comme étant une des possibilités pour, j'ai envie de dire, rendre accessible l'accessibilité numérique dans la mesure où on va pouvoir modéliser des comportements, demander d'automatiser un certain nombre de choses. Reste, et ça c'est notre conviction ici chez ECLA, reste qu'en fait c'est destiné à des personnes qui ont toute une appréhension différente suivant leur handicap. Et là, on ne se limite pas, encore une fois, aux déficients visuels. Moi, je pense que l'accessibilité, l'IA, pardon, peut nous aider, on va dire peut-être à 70-80%
peut-être quand ça sera après, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais dans un chemin, et que nous, derrière, avec notre compétence et avec en particulier ces personnes elles-mêmes experts, ces personnes déficientes visuelles elles-mêmes experts euh, par rapport au handicap et à leur utilisation des outils, vont apporter cette couche plus humaine qui va effectivement répondre. Donc, je crois, oui, vraiment que l'IA sera en fait un super outil technologique pour nous permettre d'aller plus loin et plus vite. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. Et alors, on a une deuxième et avant-dernière question d'Ise qui demande si vous préférez chez Eclat, si vous avez une recommandation une préférence entre Mac ou Windows pour les outils et logiciels. Elle précise que la Ligue Braille lui a conseillé d'acheter Mac et iPhone, donc rester dans la gamme Apple, ce qu'elle a trouvé bizarre. Donc, c'est moi qui vais y répondre, étant donné que je fais des diagnostics auprès des personnes aussi. Entre Mac et Windows, j'ai envie de dire, ça dépend d'où vient la personne, ce qu'elle connaissait auparavant de son matériel. Si j'ai quelqu'un qui est sur un ordinateur Windows depuis plusieurs années, hein, comme Louise a dit, chaque personne est différente, chaque handicap visuel aussi. Et donc, moi, je vais voir avec les outils d'accessibilité s'il y aurait possibilité de garder un accès sur Windows. Maintenant, il s'avère que le narrateur, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais en termes de précision, ce n'est pas non plus encore parfait chez Windows, mais il existe par exemple NVDA que Louise a cité, qui est un lecteur d'écran gratuit. Ça demande un apprentissage, donc tant les raccourcis Windows que le lecteur d'écran, mais c'est pareil pour Mac aujourd'hui. Au niveau des smartphones, même chose. Il y a quelques années, je vous aurais dit, ben oui, si elle voulait un smartphone, après test évidemment, si elle avait les capacités ou les compétences de l'utiliser, eh bien, avec une formation, j'aurais dit évidemment iPhone, parce qu'il y avait VoiceOver intégré que le système Apple prenait pas mal en charge. Aujourd'hui, un smartphone Android est beaucoup mieux adapté qu'il y a 10 ans. Et si la personne utilisait un smartphone Android, connaissait le système, ben on va d'abord évaluer si, avec ce qu'elle a dans la poche, elle peut quand même être adaptée ou pas. Mais on ne va pas d'office dire acheter un iPhone ou acheter un Mac. C'est adapté et c'est ce qu'il vous faut. Donc, c'est vraiment, et j'espère qu'il y a eu évaluation avant ça, mais c'est vraiment sur base d'évaluation sur ce que la personne... excusez-moi, ce que la personne a, l'expérience qu'elle en a fait, l'expérience qu'elle en a et comment les adaptations vont au mieux répondre. Il se peut aussi qu'une personne qui soit sur Android, ben en effet, ça ne répond vraiment pas aux besoins qu'elle a et donc on va essayer de voir quel autre appareil, parce qu'il existe aussi des smartphones adaptés, vers quel autre appareil elle serait mieux. Voilà, je ne sais pas si c'est OK. Qu'elle n'hésite pas à venir consulter Laetitia. D'où l'importance d'un diagnostic. Oui. Voilà, tout à fait. Effectivement, le diagnostic, c'est même dans l'accompagnement numérique, et vous avez repris un slide qu'on projette régulièrement, c'est vraiment une étape clé sur tous les sujets, que ce soit une question d'accès au matériel, quel matériel, que ce soit un diagnostic par rapport à une situation de malvoyance, un handicap visuel, c'est important pour savoir est-ce que c'est une question de myopie ou autre chose. Voilà. Et alors, il y avait une toute dernière question de Christelle. Est-ce que vous accompagnez aussi pour l'accessibilité d'un programme de formation e-learning? On n'a pas ça du tout Non. en interne. Ce que je viens de mettre, en fait, c'est un lien vers des formations très poussées, très calées en accessibilité. Je crois que c'est au Canada. C'est tout en anglais. Voilà, c'était parce que la personne qui parlait d'Harvard, peut-être ça peut l'intéresser. Mais nous ne proposons pas de forme de programme de formation. Et à ma connaissance, je crois qu'il y en a beaucoup. Voilà.
Ok. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Servane, Laetitia et Louise, pour votre présentation. C'était très enrichissant. Le fait qu'il y ait beaucoup de questions montre aussi que c'est quelque chose dont on se préoccupe. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place. On ne sait pas par quel bout commencer. Et donc très chouette aussi de savoir qu'Éclat peut nous accompagner des publics, des associations, des entreprises là-dessus. Merci d'avoir pris le temps d'exposer tout ce que vous faites, répondre aux questions, le fait qu'on soit encore nombreux, bien qu'on ait déborné un petit peu, montre que c'est un sujet très intéressant. Merci à tout le monde pour votre participation à ce webinaire. On essaye de notre côté aussi de plus en plus de tenir compte justement des questions d'accessibilité, de proposer des webinaires justement d'introduction, hein, gratter un petit peu à la surface certains sujets pour sensibiliser tout le monde. On vous tient au courant pour la suite. Je propose de libérer tout le monde maintenant et de vous dire à bientôt pour d'autres webinaires. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.